Cette semaine à l'émission, on reçoit le professeur Patrice Bergeron qui analyse la croyance en ville et Élise Brunet nous dessine une ville à échelle humaine. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur le monde fascinant de la ville. Et je suis accompagné par deux citadins, deux concitoyens de la ville de Québec. Bonjour Benjamin. Salut Antoine, ça va? Très bien. Et on a aussi une nouvelle chroniqueuse invitée aujourd'hui. Bonjour Élise. Bonjour Antoine. Très heureux de t'accueillir sur notre plateau. Vous avez grandi où, vous autres? Dans quel quartier? Dans quel univers urbain? Je sais pas si ça va servir le propos de ton émission. Moi, j'ai grandi à Pintendre, à l'époque où... Est-ce une ville? Est-ce la campagne? À l'époque où je suis né, en 1996, Pintendre n'était pas une ville. C'était pas fusionné avec Lévis encore. Et puis, je me souviens que quand j'ai grandi, ça sentait la ferme pendant une bonne partie de l'été, là, juste avant Saint-Henri. Puis dans le cours de ma jeunesse, là, progressivement, je ne sais pas si ça s'est urbanisé, mais en tout cas, il y a un nombre de maisons en plastique qui ont poussé à Pintendre, les unes plus semblables aux autres. Pintendre, mondialement connu comme étant un cimetière de voitures. Tu as grandi entre les carcasses de Chevrolet et de Chrysler. Quand même, hein, les carcasses de Chevrolet, on les laisse de leur bord. Là. On les aime pas tant que ça. Il y a aussi une notoire ferme d'Émeu. Ah oui? Pintendre, ouais, c'est quand même pas rien. On est connu mondialement pour notre ferme d'Émeu. On peut faire du cheval aussi. Fait que je sais pas si je suis le meilleur. Peut-être que je devrais laisser ma place à un autre, là, dans le fond. Mais t'as quand même connu la ville dans ses expressions les plus fortes. Ouais, à un certain point, ça a été fini à Pintendre. Et puis je suis allé à Montréal pour étudier. J'ai aussi vécu à New York. J'ai vécu quand même dans des plus grandes villes, chose que j'ai appréciée. Mais ultimement, je me suis installé ici à Québec, dans quelque chose comme une ville. Quelque chose comme une ville, oui, quand même. On a quand même un certain format. Élise Brunet, toi, tu as grandi à Québec. Oui, j'ai grandi à Québec, à Sainte-Foy plus précisément. À l'époque où c'était une ville, c'était avant les fusions? Je ne me rappelle pas les fusions. Tu es peut-être né à peu près à ce moment-là. Ouais. Les fusions, c'était peut-être en 2002 à peu près. Moi, je suis née en 99. Ah, OK. Donc, peut-être un peu avant. Puis, donc, j'ai grandi à Sainte-Foy, comme la toune de Jean Leloup. Puis... Pas très loin, d'ailleurs, du quartier. En fait, dans le quartier même où Jean Leloup a grandi lui-même. Oui, j'ai même déjà croisé. Puis, c'est quoi ton expérience de la ville, Élise? L'expérience de la ville? Moi, j'ai grandi plus en banlieue. Puis, il y a 2 ans, j'ai déménagé en centre-ville. Puis là, c'est complètement autre chose. Puis, je découvre les joies du centre-ville. Par exemple? J'aime beaucoup, moi, me déplacer en vélo, à pied. S'il me manque quelque chose dans mon menu, dans ma liste d'épicerie, je peux aller à l'épicerie à pied. Il y a plein de petits commerces de proximité, des petits cafés. Moi, c'est pas mal ça, les joies de la ville, je dirais. Là. Est-ce que tu resterais là toute ta vie? J'aimerais ça, mais peut-être si la ville était plus à échelle humaine, ça aiderait. On verra ça dans ma chronique. D'ailleurs, c'est ça, tu vas nous parler aujourd'hui du concept de ville à échelle humaine. C'est un concept qui a été développé par un urbaniste danois qui s'appelle Jan Gehl. Ça a été un coup de cœur pour toi, cet auteur? Oui, Jan Gehl, c'est ça. Pour moi, ça m'a un peu guidée dans toute ma maîtrise. Là. J'ai fait une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Puis, c'est un peu une pensée, disons, à contre-courant de la ville qu'on a actuellement, je dirais. Là. Puis, moi, ça m'a inspiré beaucoup dans tout mon parcours. Uh-huh. Alors, ça sera à découvrir en fin d'émission. Benjamin, tu nous parles de quoi, toi, aujourd'hui? Ouais, moi, je vais parler un peu de la ville telle qu'on la conçoit dans l'imaginaire chrétien. Là. Un peu comme l'eau, hein, dans l'imaginaire biblique, la ville, on la reçoit parfois comme un phénomène très positif, amélioratif, mais aussi parfois comme un symbole de perdition et de perversion. On va essayer de décortiquer ça un petit peu. Ah, c'est assez équivoque comme concept, la ville dans l'imaginaire chrétien. Et on a aussi la joie de recevoir aujourd'hui à l'émission quelqu'un qui va nous parler un peu de ces thèmes-là, mais de sa perspective de théologien. Il enseigne la théologie d'ailleurs dans l'une des plus belles villes au monde et s'intéresse particulièrement à l'expérience des croyants en milieu urbain. Accueillons le professeur Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on n'est pas du monde.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Professeur de théologie systématique, on reviendra là-dessus, je ne sais pas c'est quoi, à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Tes recherches portent entre autres sur l'expérience croyante en milieu urbain. D'ailleurs, tu viens de faire paraître chez Mediapol un ouvrage collectif intitulé « Chrétiens dans la ville ». Et ça a été co-dirigé avec le professeur Gilles Routier, c'est bien ça? Exactement. Alors, c'est un ouvrage collectif. Peut-être une question toute simple là, pour commencer l'entretien. Pourquoi un théologien s'intéresserait à la ville? On peut penser que c'est un champ de recherche qui intéresse surtout les géographes ou les politologues. Oui, peut-être une sorte particulière de théologien, mais je trouve que l'expérience urbaine, c'est quelque chose qui a un impact important dans la vie. Puis je trouve que c'est amener un questionnement sur le christianisme, sur les pratiques chrétiennes, mais dans un espace humain avec une profondeur d'analyse qui est inusitée. Puis en tout cas, plus je travaille ce thème-là, plus je trouve intéressant de le travailler. Puis on va parler tantôt de la ville dans l'imaginaire chrétien, dans la Bible. Quand on s'y arrête, c'est beaucoup plus présent qu'on peut penser. Donc, pour moi, c'est de réfléchir. Évidemment, je reste théologien. Tu demandais c'était quoi théologie systématique. Au fond, c'est de penser le croire chrétien, les croyances chrétiennes, les repenser aujourd'hui. Donc, il y a un travail de relecture des Écritures, un travail de dialogue avec la tradition, mais un travail aussi de réappropriation de cet héritage-là en fonction du contemporain, l'expérience croyante aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, l'expérience croyante aujourd'hui se vit en milieu urbain pour beaucoup de gens. Ah ouais. Donc, c'est, je dirais, aussi simple que ça, mon intérêt premier pour me pencher sur le phénomène urbain, mais d'un point de vue de théologie. Comment, sur quoi on se base là, pour affirmer que l'expérience croyante se vit surtout en ville aujourd'hui? Là. Tu viens de dire ça. Je veux dire, pourtant, on pourrait penser, moi je pense à toutes ces personnes là, dans les villages, dans les coins ruraux du Québec qui ont une vie de foi aussi. Ils vont être blessés, ces gens-là. D'ailleurs, ça correspond aux préjugés ou aux stéréotypes qu'on peut avoir du croyant dans la société québécoise contemporaine. C'est un phénomène d'arrière-garde qu'on retrouve uniquement en milieu rural. Oui. Alors que bon, données statistiques, puis là, je vais de mémoire, mais c'est selon les prévisions de l'ONU, en 2050, c'est à peu près les 2/3 de l'humanité qui devrait vivre en ville. Uh-huh. Donc, si on prend juste cette donnée statistique-là, ça dit quelque chose, ça incite à s'y intéresser. C'est pas exclusif non plus, évidemment. Loin de moi l'idée d'affirmer que la vraie foi se vit en ville, pas du tout. Ça serait un peu absurde. Simpliste, ouais. Mais ça configure, puis ça... Et puis, oui, c'est ça, ouais. Comment ça configure notre façon de vivre la foi, d'habiter en ville versus en milieu plus rural, Patrice Bergeron? Quel impact ça peut avoir sur notre façon de vivre notre foi? Ben, tu sais, la ville, quand j'en parle aux gens, il y en a pour qui sont super passionnés par leur ville, ça les intéresse. Puis il y en a d'autres, ils veulent rien savoir. Je discutais, c'est ça, je discutais avec un ami de mes recherches, puis il me dit « Ah, mais la ville... » Puis il disait ça un peu à la blague, mais semi-blague. Il disait « Mais la ville, c'est le mal. » Et c'est ta réaction spontanée, alors que je parlais à un autre ami, puis il disait « Ah, moi, la ville, je me vois pas vivre ailleurs. » Comme Élise le disait des commerces de quartier, il y a une dynamique particulière, je m'y sens chez moi. Donc, la ville laisse pas indifférent. Puis, tu sais, c'est un milieu de vie aussi, hein. Les gens viennent peut-être un peu plus passionnés quand il y a des débats liés à l'actualité locale. On le voit dans les radios locales, hein, ça Québec, devient enflammé. Tout à fait. Déneigement. C'est ça, mais c'est un milieu de vie. Donc, il y a quelque chose de chez soi là, quand on parle de sa ville, de son quartier. Puis à la fois, c'est un espace qui est partagé. Donc, on rencontre l'autre. Donc, c'est un espace où je peux rencontrer l'étranger qui peut être menaçant. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le chez-soi, la rencontre de l'autre, il y a plusieurs raisons de s'y intéresser. Donc, c'est un milieu de vie qui intéresse les gens parce que ça les concerne directement. Alors, la question, c'est comment ça conditionne. Alors, on peut être, évidemment, aujourd'hui québécois, d'origine italienne, on peut être de tradition catholique par son éducation, par des choix qu'on a faits, mais on est aussi urbain. Alors, c'est l'expression, je la prends d'Olivier Mongin, mais il a écrit un livre sur la condition urbaine. Donc, l'expérience urbaine, c'est
elle a plusieurs facettes, mais si on prend juste le point de vue des relations, ben c'est concrètement croiser plusieurs personnes de façon anonyme dans des espaces qu'un anthropologue comme Marc Auger va nommer des non-lieux. Hein. Alors, des stationnements, des centres d'achat. Bon, les centres d'achat, il y a un peu de socialisation, mais on croise des gens. On ne se fait pas trop d'amis avec les caissiers-caissières, si on reste encore. Pas autant qu'un petit café de quartier, par exemple. C'est ça. Donc, des types de relations comme ça qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres milieux. Donc, ça forme à la vie sociale. On apprend, puis on n'a pas le choix d'apprendre. On ne peut pas saluer tout le monde qu'on croise, là, on viendrait fou. Ça, c'est le sociologue Georges Simmel, au tout début du 20e siècle, il écrivait sur les grandes villes, puis il disait l'urbain apprend à devenir un peu indifférent et blasé parce qu'il y a trop de stimuli. Alors, il se désensibilise, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais avec les impacts que ça peut avoir, on apprend même à fermer les yeux sur certaines réalités. C'est quand même la condition urbaine. Voilà, on touche à quelque chose. Oui, Benjamin. Pour un chrétien dans une vraiment grande ville, là, moi, j'ai habité une année à New York, là, puis c'est une très grande ville où il y a également des grandes inégalités économiques, là, très, très importantes, des gens très, très riches et des gens qui sont dans une condition de pauvreté qui n'est pas envisageable, en fait, dans la société québécoise. Même les gens les plus pauvres au Québec ne sont pas aussi pauvres que ça. Puis pour un chrétien d'habiter dans une ville comme celle-là, puis de côtoyer, de croiser au quotidien là, des gens qui sont dans une situation de besoin incroyablement grande, la réalité, c'est que c'est pas possible d'aider chacune de ces personnes-là individuellement. C'est pas possible, comme concrètement, de les reconnaître et de les rencontrer dans leur pauvreté chacun. C'est pourtant ce à quoi nous appelle le Seigneur dans l'Évangile, c'est assez clair. Ça met quand même les gens dans des situations vraiment pas évidentes. Il y a une tension épouvantable là-dedans, non? On est appelé à entrer en relation, puis on a comme une masse informe de personnes avec lesquelles on se sent comme... on est comme dépassé là, par le nombre, finalement. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans, en un sens, non? Puis ce que tu partages, ça me fait penser... j'ai lu un peu sur la ville, puis il y a plusieurs études là-dessus, puis... Henri Lefebvre a écrit beaucoup sur le droit à la ville. Hein? Comme quoi, on ne part pas tous égaux dans l'accès à la ville. Alors, si je nais dans un quartier défavorisé qui limite mes perspectives, qui limite mes possibilités, je vis de l'insécurité au quotidien, que ce soit dans les relations, dans la criminalité, la façon dont je vais envisager le futur ne sera pas la même. Alors, le droit à la ville, il y en a qui vivent dans d'autres quartiers, qui ont un peu plus de pouvoir sur ce que ça peut devenir, la ville. Donc, on ne vit pas tous la ville de la même façon et du même point de vue. Puis ce que tu partages, c'est important. Puis ça fait partie aussi de ce que mes recherches, je veux interroger des chrétiens sur comment ils voient les choses puis comment ça les interpelle dans leur foi, à leur Québec, expérience urbaine. À Québec, c'est caricatural. Là. Il y a la Haute-Ville et la Basse-Ville là, qui sont un peu l'icône là, de ce que tu viens de décrire, Patrice. Il y a des croyances qui ont quand même contribué à l'édification, à l'érection de nos villes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Peut-être qu'Élise pourra nous en parler un peu aussi tout à l'heure, mais il y a quand même... Ça part des fois de conditions, de contraintes techniques, on fait avec le territoire, mais aussi de contraintes mentales ou de représentations qu'on se fait. Comment un théologien regarde ça, ces croyances-là qui président ou qui précèdent à l'aménagement de nos villes? Oui, c'est une bonne question. Puis c'est le chapitre que je signe dans le livre chrétien dans la ville, c'est un peu comme ça que j'aborde les choses. J'aborderai les choses de différents angles. D'abord, les croyances opèrent, à mon avis, d'en haut, c'est-à-dire du côté de ceux et de celles qui planifient puis qui organisent la ville. Ouais. Puis quand on étudie un peu l'histoire des villes, on se rend compte que c'est là de toutes parts. Ouais. C'est-à-dire que je peux donner quelques exemples. Un exemple classique des sociétés traditionnelles. Claude Lévi-Strauss a étudié les villages Bororo au Brésil. Puis il montre bien comment la façon dont le village est configuré reproduit des représentations, des divisions symboliques qui sont structurantes pour le groupe. Donc des moitiés exogamiques, la différence homme-femme, la différence sacré-profane. Et puis le village est configuré en fonction de ça. Un autre exemple... Autrement dit, l'organisation physique
du village, de la communauté, elle reflète des la représentations structure, mentales. disons, culturelle ou mentale, ou des représentations Exactement. qui ne sont pas perceptibles ou palpables. Exactement. Le campus de l'Université Laval est structuré sur une configuration du savoir. Il y a l'ouest du campus, l'est du campus, puis on a structuré les choses en fonction de ça. Parce que au début des années 50, c'était un champ avec des vaches, puis là, 5-10 ans plus tard, il y avait des tours en béton qui avaient poussé. Oui, avec des bâtisses qui sont séparées, dédiées à tel champ du savoir, etc. Donc, puis tout ça, c'est comment on aborde le réel, c'est à partir de représentations. Puis on a un rapport d'emblée croyant à nos représentations. C'est ce qui rend notre monde parlant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le monde sans ces représentations-là. Donc, ce que je convoque d'abord, c'est un croire qui est anthropologique, là, qui n'est pas encore un croire nécessairement thématisé, explicité, comme des chrétiens qui vont commencer à réfléchir à leurs croyances. Là, ils vont cultiver ça. Hein? Mm-hmm. Et puis là, ça va devenir quelque chose qu'ils vont investir. Mais il y a aussi un certain niveau de croyance plus anthropologique qu'on peut considérer. Donc, il y a l'en haut, puis je pourrais donner plein d'autres exemples. Mettons un exemple un peu plus québécois. Là. Ouais. Les villages au Québec. L'église est au centre. Toutes les rues convergent vers le centre de la ville, qui était une église. Évidemment, on ne conçoit plus aujourd'hui les quartiers de cette manière-là. L'exemple de ça, c'est que les nouveaux quartiers n'ont pas ce point focal-là du lieu de culte. Non, des nouveaux quartiers comme le Bourgneuf, il n'y a pas d'espace prévu pour les lieux de culte. En fait, ça en dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur le rapport des Québécois aux religieux et à la laïcité. Oui, souvent, ces nouveaux quartiers-là, en tout cas, moi, ce que j'observe beaucoup sur la Rive-Sud, là, je parlais du développement à Pintante, d'où je viens, mais en général, dans les nouvelles banlieues, c'est comme un horizon presque infini d'unités fonctionnellement semblables, de bâtiments, d'habitations et de commerces, tous similaires sur une espèce de plan quadrillé, avec très peu d'espace commun, puis certainement pas d'espace qui qui amène une certaine verticalité dans la ville. C'est très horizontal, très plat. Puis tu dis, là, c'est peu d'espace commun. Les bons côtés, on va souvent essayer qu'il y ait un peu de verdure, des pistes cyclables, quelques commerces de proximité. Donc, il n'y a pas juste du négatif, mais il y a quand même... Bref, on pense les quartiers en fonction d'une façon de voir le monde. Donc, c'est ce que tu appelles les représentations là, pour les... Oui. C'est ça, c'est comment on se représente le monde dans lequel on vit, on le pense. Puis il y a un rapport croyant à ces représentations-là, c'est-à-dire que c'est dans l'œil qui regarde. C'est pas juste quelque chose qu'on thématise et qu'on met à l'extérieur de soi, mais c'est dans l'œil qui planifie, qui regarde. Alors, un autre exemple, puis après ça, j'ai une longue réponse à ta question. Mais Jane Jacobs, alors elle a écrit, c'est une journaliste qui s'est intéressée à l'urbanisation aux États-Unis. Son principal ouvrage là, qui a été connu, c'est le développement et le déclin des grandes villes américaines. Okay. L'essor et le déclin des grandes villes américaines. Est-ce que c'est ça? Puis dans son livre, elle s'en prend... elle s'est intéressée à la vie concrète dans les villes, puis un aspect important de son propos, c'est qu'elle s'en prend puis elle utilise un langage religieux, mais aux doctrines des urbanistes puis des architectes. Donc, elle s'en prend à leur vision du monde, mais pas nécessairement pour s'en prendre, mais pour en faire la critique puis questionner ça. C'est quoi les doctrines, là? Nommons-les, là, ces doctrines-là qui ont... Là, on pourra en discuter avec quelqu'un qui est en aménagement du territoire qui pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus, mais moi, mon point de vue de théologien, c'est de voir qu'il y a quand même du croire qui opère à ce niveau-là, dans la planification des villes. Ça opère aussi en bas, c'est-à-dire dans la façon dont on va habiter le milieu que l'on vit. Il y a des gens qui vont être passionnés de sport, puis leur vie tourne autour du sport. Ben, comme théologien, puis là, ça prend une certaine théorie du croire derrière, mais il y a quand même souvent des ritualités sportives, il y a un rapport. Notre monde est fait de multiples croyances. Alors, souvent, on va entendre dire les gens ne croient plus aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les gens croient beaucoup, puis il y a plein d'affaires différentes. Il y a une multiplication. Regardons où ils sont le dimanche matin, on va avoir des indices là aussi. C'est ça. Alors, ça opère en bas, puis ça opère dans la façon dont les gens vont habiter, vont vivre leur vie urbaine. Pour répondre à ta question, qui était c'est quoi le rapport entre la ville et les croyances, si on va un peu plus en profondeur aussi, une ville tient parce que des gens y croient minimalement. Donc, il y a quelque chose dans la ville qui est un projet à construire. Il y a même une utopie urbaine. C'est-à-dire, ça vaut la peine de se rassembler puis d'essayer quelque chose ensemble. Donc, et ça, il n'y a aucune garantie à ça. C'est-à-dire qu'on fait confiance, même une confiance aveugle, pour pas même oublier. Puis
on peut vivre en ville puis complètement ne pas se soucier des autres. Alors, la ville tient quand même, mais elle ne peut pas seulement tenir en juxtaposant les corps. Vient un moment donné où il faut que les gens s'impliquent puis prennent des décisions, fassent des choix. Alors, quand on engage l'avenir, on engage des décisions comme ça, bien, on est dans ce que moi j'appelle comme théologien l'horizon du croire. Il y a du non-savoir, il y a de l'imprévu, il y a quelque chose à construire. Ah oui. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas un savoir sur lequel on veut évidemment se fier sur des savoirs, mais les décisions qu'on va prendre, il y a du non-savoir. Donc, il y a de la confiance derrière ça. Est-ce que de développer un axe de transport en commun dans tel secteur va de facto permettre l'émergence de commerce? Oui, on le présuppose, mais il y a toutes sortes d'autres facteurs qui pourraient faire que ça fonctionne. Quel impact ça va avoir sur la vie sociale? Puis qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut rencontrer l'autre ou pas? Bon, quel genre de vie on veut? Alors, quand c'est des questions essentielles comme ça qui sont engagées, donc, pour qu'une ville tienne, il faut à un moment donné y croire. Donc, tu me demandais comment j'aborde des choses, c'est de cette manière-là. Puis quand on se penche sur le christianisme, ben, l'anthropologue Marcel Hénaff va parler du christianisme comme d'une religion, je pense qu'il dit urbanisante. Oh! Hein? L'Église, l'Ecclésia. Hein? Ça, c'est avant de désigner, souvent on parle d'Église, on pense à l'institution, au magistère, ou on va penser à la bâtisse. Mais l'Église, c'est d'abord le rassemblement. C'est un rassemblement de chrétiens. Étymologiquement, c'est l'assemblée convoquée par Dieu. Donc, c'est des gens qui sont convoqués à se rassembler dans la diversité, mais aussi dans la communion. Alors, la forme que prend le rassemblement des chrétiens, elle a d'emblée une forme urbaine aussi. Les premières communautés chrétiennes se sont développées dans les milieux urbains, hein, les épîtres de Paul. Corinthe, à Éphèse, c'était des villes importantes de l'époque. Des grandes villes du bassin méditerranéen. Donc, même si chez nous, au Québec, on peut peut-être associer un peu plus le christianisme et l'Église catholique aux milieux ruraux. Bon, ça, c'est une période de l'histoire au Québec, au début du 20e siècle, où puis même l'Église a résisté au développement urbain, mais c'est complexe, hein, parce qu'au Québec, les milieux urbains, il y avait beaucoup plus d'anglophones dans les milieux urbains. L'Église québécoise était davantage liée au peuple francophone. C'était ceux qui possédaient les finances, puis c'était beaucoup des Anglais. Donc, l'Église catholique s'est tenue un peu plus proche du peuple francophone. Donc, elle était liée aussi au développement des régions au Québec au début du 20e siècle. Mais vers le milieu du 20e siècle, ça ne pouvait plus tenir. C'est-à-dire que la modernisation du Québec allait de pair avec l'urbanisation aussi. Ouais. Donc, à ce moment-là, on a commencé à essayer de composer avec. Puis on s'est mis à ériger beaucoup de paroisses. Si on regarde la ville de Québec, là, c'est la ville aux 1000 clochers, mais il y a des paroisses un peu partout. Donc, on a essayé d'importer le modèle rural en ville en multipliant les églises et les communautés, en multipliant aussi les pastorales sectorielles. Hein, Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la pastorale pour les étudiants, la pastorale... pour les travailleurs. Oui, alors c'est l'Action catholique là, derrière, pour les ouvriers, etc. Donc, parce qu'en ville, il y a une division, il y a moins d'homogénéité. Les gens vont se rencontrer en fonction de leur groupe d'âge, en fonction de leur type de travail. Alors, il y a une spécialisation, si on veut, qui va en ville, qui vient avec la ville. Alors, le réflexe de l'Église au Québec, ça a été de multiplier les aumôneries dans les différents milieux. Alors, c'est pas évident bref, ça demande d'y réfléchir. Puis c'est ça que le livre propose. C'est-à-dire, le livre propose une réflexion là-dessus. Il y a 3 parties dans le livre. La première partie, c'est de réfléchir quelles sont nos villes, comment elles évoluent, qu'est-ce qu'elles deviennent. Donc, il y a 3 chapitres dans cette première partie, mais c'est ça, c'est de réfléchir à ça, puis à l'impact que ça va avoir sur la vie de foi aussi. La première partie se termine là-dessus, mais le rapport au temps, le rapport à l'espace, c'est pas le même. Le rythme de vie des urbains. Alors, ça a des impacts sur la capacité à donner du temps pour vivre sa foi, des temps de prière. Les maisonnées, là, on développe beaucoup ça dans les milieux ecclésiaux, mais je trouve qu'il y a une belle initiative là-dedans. C'est une manière de vivre sa foi dans les rythmes effrénés de vie urbaine. Et là, on est avec des gens que l'on connaît moins, mais on réfléchit à sa vie très concrète,
chez soi dans un partage autour des Écritures. Mm-hmm. Alors, ce type d'initiative-là, moi, je pense que c'est lié à au mode de vie urbain. Ça convient bien au mode de vie urbain. Puis c'est si on a connu ça un peu qu'on peut peut-être après ça vouloir en savoir davantage. Alors, la première partie du livre, c'est mieux comprendre la ville. Puis il y a un chapitre qui est signé par une de mes collègues, mais qui a une formation en géographie. Puis les géographes ont beaucoup étudié les milieux urbains. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est des études de cas. Donc, il y a une approche interdisciplinaire dans le livre. Il y a des sciences des religions, des anthropologues, des théologiens qui prennent la parole. Dans la deuxième partie, c'est des études de cas. Donc, ça peut être quoi vivre sa foi pour un anglican à Londres? Développer des temps de prière, par exemple, avec des communautés de foi, mais de d'autres traditions religieuses. Alors, il y a des témoignages de cet ordre-là dans la deuxième partie du livre. Une expérience qui est proprement urbaine, qu'on va plus difficilement pouvoir vivre en milieu rural. Ouais. Puis d'une communauté qui a fait le souhait de faire un pas de plus pour pas simplement toujours célébrer entre soi, mais tendre la main à l'autre. Il y a un cas aussi pour Curitiba au Brésil. Il y a une analyse des expériences d'églises évangéliques au Québec. Ouais. C'est mon collègue Frédéric Dejean à l'UQAM qui signe ce chapitre-là. Et la troisième partie, c'est des relectures, un petit peu plus en décalage, pour essayer de voir un peu c'est quoi les enjeux de fond, tant sur le plan humain, anthropologique que théologique. Il y a un concept de topophilie que j'aime bien dans le livre, c'est l'amour du lieu. Alors ça, c'est d'un point de vue chrétien. Les chrétiens croient en un Dieu qui a bien voulu venir dresser sa tente parmi nous. Alors là où on a les pieds, pour des chrétiens, ça a un impact, ça a une différence. Tu évoquais tout à l'heure, vivre dans un quartier, un chrétien qui a été touché par l'amour de Dieu, il se dit, c'est pas juste pour moi, l'amour de Dieu est pour d'autres aussi. Alors là où on a les pieds, ça fait une différence. Donc, partant de l'idée d'un Dieu qui aime les personnes, mais qui s'incarne dans un lieu spécifique, ça devient significatif là où on a les pieds. Parlant de pieds, c'est drôle parce qu'il y a un bout de ton chapitre, Patrice, qui parle de marché, qui fait un parallèle vraiment intéressant entre le fait que, oui, comme chrétien, on est des pèlerins. Là, je pense qu'on peut facilement concevoir notre vie de foi comme un itinéraire, comme un cheminement. Et de marcher sa ville, de marcher dans sa ville, ça donne un tout autre regard sur l'environnement qui nous entoure. Peut-être un petit mot là-dessus pour finir. Comment tu traces ce parallèle entre les deux façons, entre les deux déambulations? Oui. Marcher, c'est quelque chose de très humain. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la chance de marcher, mais de manière générale. Ouais. Puis oui, c'est ça. On l'utilise comme une métaphore aussi pour la vie. C'est comme un grand pèlerinage. Ça, on marche, mais il y a quelque chose dans la marche, puis là je reviens, on parlait du croire au départ, mais marcher, c'est croire. On s'en va quelque part, c'est faire confiance qu'on va se rendre. Même la démarche physique, chaque pas est un déséquilibre qui appelle un autre équilibre. Donc, c'est aussi un heureux mélange d'action et de contemplation. On exactement. est en mouvement, mais on est quand même à un rythme qui permet la contemplation. Alors, c'est Michel de Certeau, un jésuite, mais qui a étudié la ville. Il y a un célèbre texte « Marche dans la ville ». Puis lui, il a justement dit on peut aborder la ville pensée, planifiée d'en haut, mais on pourrait s'intéresser aussi à la ville marchée, la ville vécue d'en bas. Puis il a théorisé ça. Et puis là, la marche, c'est un peu comme quelqu'un qui prend la parole, qui fait un discours par rapport à la langue. La langue, c'est un ensemble de codes. Pour bien parler, il faut maîtriser les codes de la langue. Mais une fois qu'on a maîtrisé les codes de la langue, là, on peut dire quelque chose de singulier puis d'original. Alors, la ville s'impose par ses rues, un peu comme les règles de grammaire. Mais quand on la marche, on peut la marcher de multiples façons. Alors, quelqu'un qui vit juste dans son automobile, j'ai envie de dire, il marche sa ville d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il vit sa ville sans la marcher, ou en tout cas, il la marche à toute vitesse, en passant d'un lieu à un autre, en évitant certains secteurs, etc. Alors qu'un jeune, je ne sais pas moi, qui fait du parcours, c'est une manière pour lui de dominer la domination qui l'accable au quotidien. Il peut vivre des difficultés scolaires, des difficultés familiales. Alors, bref, ce qu'il fait dans sa ville, sa manière de l'habiter, sa manière de la marcher, ça dit quelque chose. C'est une parole en geste, marcher sa ville. Alors, quand on creuse un petit peu, il y a aussi, comme tu le mentionnais, il y a comment on marche. Alors, c'est un peu ça. Je donne l'exemple,
du pape François dans son encyclique, c'est son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il y a quelque chose de très audacieux dans cette exhortation-là. Il invite à poser un regard contemplatif sur la ville. Pas évident, là. Poser un regard contemplatif sur la ville. Ça veut dire chercher la présence de Dieu. Dans des réalités qui sont parfois objectivement laides. Là. Laides. Alors, il y a du beau, il y a du meilleur comme du pire dans les milieux urbains. Mais il invite finalement à soigner le regard que l'on porte sur la ville. Puis il me semble que ça, c'est peut-être une chance que des croyants ont. Ils apprennent, puis c'est un peu ça, la vie de foi en Église, mais on apprend à cultiver notre regard. Ouais. Pas nécessairement à tous voir le monde de la même façon, pas du tout, mais à regarder les choses à partir de ce qu'on découvre de l'amour de Dieu, puis cultiver son regard. Donc, comment marcher la ville? On peut marcher la ville en la contemplant, en l'habitant d'une certaine manière. Deux petits exemples pour terminer. Rapidement, oui. Est-ce qu'on a encore du temps? Il y a des témoignages de chrétiens là-dessus. C'est les cahiers de spiritualité ignatienne au cœur du monde. Ils ont publié un numéro qui s'intitule « Pas de Dieu dans la ville ». Il y a un jeu de mots, là. Pas de Dieu, Dieu n'est pas là dans la ville, mais Dieu marche dans la ville. Alors, c'est des témoignages de chrétiens qui, dans des villes loin d'être évidentes, Homs en Syrie qui a été dévasté par la guerre, Port-au-Prince, mais des témoignages, moi que j'ai trouvé très touchant, mais sur des regards, finalement, est-ce qu'on est capable de voir quelque chose du don de Dieu, mais au cœur de l'ambivalence humaine, puis au cœur de l'ambivalence des villes? Puis bon, dans le livre dont on parle, Chrétiens dans la ville, il y a un des chapitres qui, puis je terminerai sur ça, mais qui dit comment le rassemblement des chrétiens peut être un signe au cœur de la ville. Donc, l'assemblée dominicale, c'est des gens de tous horizons qui se rassemblent si on en fait autre chose que de l'entre-soi. Mais ça peut devenir un signe pour la ville, pour lui rappeler l'utopie qui est au cœur qui est dans son origine même à la ville. Des rassemblements. D'un rassemblement. Donc, bref, il y a toutes sortes de façons d'habiter la ville, puis le livre invite simplement à commencer à s'interroger là-dessus. Ouais. Comment habiter la ville? S'il y a une chose que j'aimerais que les gens qui lisent ce livre-là retiennent, c'est peut-être juste d'adopter la question. C'est ça. D'ailleurs, en tout cas, je pense que c'est une des forces de cet ouvrage-là. Il soulève une multitude de questions. Il le fait très bien. Patrice Bergeron, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Tu viens de faire paraître en co-direction là, avec Gilles Routier cet ouvrage « Chrétien dans la ville » chez Mediapol. C'est tout récent, tout chaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On poursuit la discussion, évidemment. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Benjamin Boivin, chef de pupitre pour le magazine Le Verbe, bonjour. Salut. Le rapport que les chrétiens entretiennent avec la ville, on aimerait penser que c'est quelque chose de simple, mais c'est pas le cas. Non, pas vraiment. En fait, il y a des choses... Il y a des choses, par exemple, dans le récit biblique, des symboles qui sont très clairs, qu'on peut associer, par exemple, au bien ou au mal, ou à l'action de Dieu ou à l'action du démon de façon très univoque. Puis on est capable de discerner rapidement dans le récit ce vers quoi on s'en va. La ville, c'est un peu plus... on a parlé d'ambivalence ou d'équivoque. On est vraiment plus dans une réalité qui a des significations diverses, qui en fait probablement est parlante aussi sur la nature humaine, la nature de l'homme qui s'exprime dans la cité. On peut, par exemple, penser à du langage beaucoup plus négatif. Donc, on va penser à Il y a du bon grain puis de l'ivraie qui croisent dans les milieux urbains, là, même si c'est d'une parabole plus rurale. Là. Mais c'est ça. Commençons par l'ivraie. Là. On peut commencer par l'ivraie. C'est toujours plus amusant de critiquer que de parler de bonnes choses. Hein? Donc, on peut parler de... Donc, l'Église, c'est mal. Allons-y, la fond. La ville, c'est mal. La ville, c'est mal. Lorsqu'on pense au récit de l'Ancien Testament, il y a des grandes villes qu'on associe vraiment à la perdition. Donc, on peut penser à Sodome et Gomorrhe, des villes qui vont être détruites dans la justice de Dieu, là, pour la perversion qui caractérise de manière distincte ces deux grandes villes-là. On peut penser aussi à Babylone, là, où les Juifs ont été faits captifs, qui est une ville... Bon, on est vraiment dans l'univers des grandes villes impériales du Proche-Orient. Et même en amont, Babel, qui était un projet complètement démesuré, qui témoignait de l'orgueil humain. C'est quelque chose que vous étudiez en sciences des religions, j'imagine? Oui, bien sûr. Dans cette perspective-là?
le geste de Dieu, c'est dire... Tu sais, dans Babel, il y a la verticalité. Hein, alors oui, c'est une lecture qu'on peut faire du récit Babel. Puis sur cette question-là, moi, les travaux du théologien protestant Jacques Ellul, Sans feu ni lieu. Mais je te laisse aller. Mais sur cette question-là de la ville dans la Bible, c'est fascinant. Il a lu la Bible, mais en portant attention précisément à ça. Fameux penseur de la question de la technique aussi, qui est très proche des problèmes liés à la réflexion sur l'urbanité. Donc là, on est vraiment dans un univers beaucoup plus négatif où la ville est associée à la perdition. Il y a aussi toute une partie plus positive. On la retrouve peut-être davantage dans le Nouveau Testament, là, mais dans l'entreprise d'évangélisation, on a parlé un peu, dans les premiers siècles du christianisme, en fait vraiment au temps des apôtres. Là, on parle des apôtres de Saint Paul. L'orientation d'évangélisation, très rapidement, elle s'établit vers l'urbanité. Très tôt, on comprend que si on veut évangéliser, si on veut répandre la bonne nouvelle, on ne pourra pas se contenter soit de rester dans le milieu proprement juif autour de Jérusalem, puis dans la zone, dans l'endroit qu'on appelle Palestine aujourd'hui. On ne pourra pas rester entre soi. Puis si on veut répandre la bonne nouvelle, on doit passer par les grandes villes. Et les apôtres Pierre et Paul, qui sont les plus célèbres apôtres, probablement les plus efficaces en un sens mondain de leur époque, ils sont très connus et célébrés pour avoir évangélisé Rome, qui était vraiment le centre du monde connu, la capitale de l'Empire. La plus grande ville du monde durant des dizaines de siècles également. Un peu comme toi, il y a quelques temps, qui a essayé de conquérir New York là, avec un succès un peu différent. J'ai pas fini crucifier la tête à l'envers, mais quand même, ça aurait pu mieux se passer que ça. Et donc, l'entreprise d'évangélisation, elle se fait à travers les villes. Puis comme on le dit, sans vouloir répéter, évidemment, les premières communautés chrétiennes, elles se font dans les villes, ceux qu'on appelle les païens. Étymologiquement, païen, c'est un terme qui est lié à la paysannerie. Donc, on peut peut-être l'entendre, là, païen, paysan. Les païens, ceux qu'on va convertir beaucoup plus tardivement, parfois même des siècles après la christianisation de l'Empire, sont ceux qui vont se convertir le plus tard. Et les premières communautés chrétiennes, elles s'articulent en ville. Il y a probablement des explications simplement humaines à ça, là, des explications liées au fait que dans une grande ville où il y a énormément de gens, évidemment, c'est plus facile de s'organiser en communauté, même si on est numériquement, proportionnellement beaucoup moins nombreux. Les chrétiens étaient minoritaires dans les grandes villes. Au moins, en termes absolus, ils étaient capables de se réunir en communauté, de se protéger aussi mutuellement de la persécution. Donc ça, c'est des explications qu'on pourrait dire plus sociologiques là, à l'évangélisation par la ville. Mais je pense qu'il y a aussi comme quelque chose de l'orientation générale du récit du salut de l'humanité. Lorsqu'on lit des penseurs comme Saint-Augustin, pour Saint-Augustin, c'est pas par hasard que le Christ s'incarne à ce moment précis de l'histoire où l'Empire romain est presque à son apogée. C'est pas un hasard si Pierre va s'installer à Rome, si l'Église va s'organiser autour de la communauté romaine, ville qui était déjà la plus importante du monde connu à cette époque et qui demeure le centre de l'Église catholique aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève de la convenance dans l'histoire du salut. Et d'ailleurs, lorsqu'on contemple le récit biblique jusqu'à sa fin, on voit qu'il se termine dans l'eschatologie chrétienne autour de la figure de la Jérusalem céleste. Donc, ce qu'on conçoit comme le paradis, l'accomplissement de l'histoire, c'est pas le retour au jardin, qui est le point d'origine dans le récit biblique. Là. L'histoire, on l'a souvent dit, l'histoire biblique commence dans un jardin, mais elle se termine dans un état de nature. Dans une ville. Il n'y a pas de contradiction dans les termes, mais il y a certainement un arc, un chemin qui n'est pas un retour au statu quo hanté, finalement. Plein de choses là, qui me pop en tête. D'ailleurs, Saint-Augustin parle de cité de Dieu et non de village de Dieu. C'est quand même pas anodin comme choix de terme. C'est ça. Donc, je pense que le sens de la ville dans l'histoire du salut, si on veut, c'est pas quelque chose qui est anodin ou qui arrive par accident. Donc, la ville, elle a un potentiel de perversion, mais elle a également aussi un potentiel salvifique. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que... on parlait des paysans là, qui ont été longs à convertir, des païens. Pensons à tout le Moyen-Âge et même un peu avant. Mais là, quand on regarde le Québec du 19e, du 20e siècle, c'est le Québec rural qui est le porte-étendard de la foi catholique. Comment on regardait la ville à ce moment-là? On pourrait dire en un certain sens que les campagnes, les paysans vont toujours être un peu...
dans une dynamique de réception d'une histoire qui se construit dans les villes et par les élites. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'un processus de sécularisation, ou en tout cas de sortie de la chrétienté, ben, ce phénomène-là commence dans les villes. Hein. Durant toute la période médiévale, la lecture qu'on se fait de l'urbanité, elle est justement plus négative parce que les campagnes sont entièrement christianisées, la société est entièrement christianisée. Et lorsqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la société canadienne-française s'urbanise, ben c'est dans une dynamique qui se produit historiquement de façon conjointe avec la sécularisation. Lorsque se produit l'exode rural, c'est là qu'émergent en ville des modes de vie alternatifs. Et évidemment, là, dans une logique presque caricaturale, on va voir émerger une pastorale très hostile à l'urbanisation, des curés qui vont faire des sermons très hostiles à la ville. On va parler de la ville comme un lieu de perdition sexuelle où les femmes ont des mœurs libres, un lieu de perdition morale où les hommes sont des ivrognes, un endroit où les croyances sont diverses, les idées sont déstructurées. Un rapport au travail aussi qui est proche de l'esclavage. Oui, vraiment. Vraiment un rapport au travail qui est vraiment injuste, là, qui est caractérisé par une domination des élites. Dans le cas particulier de la société québécoise, des élites qui sont également étrangères sur le plan linguistique et religieux, là, les élites anglophones, qui sont de fait pas catholiques et pas francophones. Mais bon, la dynamique d'urbanisation, elle est reçue avec une certaine méfiance par l'Église, qui est d'ailleurs accompagnée par l'État dans cette entreprise-là. Là. Il n'y a pas que l'Église qui résiste à l'urbanisation. L'État va prendre des moyens concrets pour essayer de limiter l'effet de l'urbanisation, notamment parce que ça déstructure et désocialise, désolidarise les milieux ruraux. Puis d'ailleurs, au Québec, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le constat que les milieux ruraux québécois vont assez mal. Le marché de l'emploi dans ces secteurs-là n'est pas très bon. Le secteur de l'industrie du bâtiment, de l'éducation, c'est des milieux, c'est pas pour rien que les gens... qui est fragilisé. C'est pas pour rien que les gens partent, c'est parce que le tissu social est fragilisé et ça, c'est le produit d'une urbanisation qui s'est faite d'une manière peut-être un peu sauvage ou barbare. Et lorsqu'on parlait tantôt là, de la manière dont nos représentations culturelles organisent la ville et sont parlantes dans l'organisation concrète de la ville, là, ben, c'est un chemin à deux voies, finalement. Ça va dans les deux sens. Lorsque la ville est organisée sur un mode strictement individualiste, libéral, capitaliste, tel que la ville est organisée en Amérique du Nord de manière générale, ça a quand même un impact qui est non négligeable sur notre manière de vivre, sur la possibilité même de vivre d'une façon communautaire, intégrée, chrétienne. Et lorsqu'on se retrouve à vivre dans le monde chrétien en particulier des situations de groupes de prière ou de maisonnées, comme Patrice Bergeron en parlait un peu plus tôt, ben c'est une situation qui pallie par le phénomène du groupe d'intérêt, de caractéristiques sociologiques communes, qui pallie à une communauté plus authentique, une communauté qui est reçue, qui est donnée, qui est la communauté de la paroisse, des gens qui sont naturellement divers et qui ont des centres d'intérêt, mais aussi des revenus diversifiés, donc des communautés qui sont plus hétérogènes. Étrangement, les communautés rurales, historiquement, étaient en ce sens-là beaucoup plus diversifiées et hétérogènes que les communautés urbaines aujourd'hui, où on se retrouve à tous se ressembler. Il y a un paradoxe là-dedans. Ouais. Qui est, à mon avis, sans vouloir tomber dans une logique de déterminisme ou une logique de complot. La ville, si elle est conçue de cette façon-là, c'est pas par hasard, c'est le reflet d'une mentalité qui est une mentalité moderniste contre laquelle l'Église s'est battue pour des raisons qu'on peut trouver aujourd'hui, avec ce qu'on sait maintenant, qu'on peut trouver un peu ridicule dans l'expression, mais il y avait quand même des intentions légitimes derrière ça. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Élise Brunet, chroniqueuse invitée et candidate à la maîtrise en aménagement du territoire. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens aujourd'hui nous donner une espèce de mini-cours d'urbanisme accéléré. Tu viens nous parler, on va partir de la base, tu viens nous parler d'urbanisme à échelle humaine. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ben il faut partir de c'est quoi l'échelle humaine. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme, voilà. Commençons à la base, un humain, ça marche, on en a parlé plus tôt. Oui, ça marche debout. Ça marche debout, en ligne droite. Sur un plan horizontal, assez lentement. Là, on parle d'environ 5 km/h, dépendamment des personnes, évidemment. Et puis aussi, l'être humain a une vue assez développée. Donc, on dit que jusqu'à 100 mètres, on peut distinguer deux objets, mais que c'est en bas de... Il y a un seuil à 25 mètres auquel on peut percevoir l'émotion, voir l'expression du visage.
Donc, en se basant sur ces caractéristiques-là proprement humaines, c'est là qu'on vient planifier notre ville en fonction de ces caractéristiques-là. Donc, on va faire une ville qui est à hauteur d'homme, mais aussi une ville qui est faite pour une vitesse plus lente. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va construire seulement des bâtiments à un étage ou des trucs... qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi une question... Tu parlais d'étage, aussi une question d'étage dans le sens que un grand gratte-ciel, c'est un peu oppressant, là, dans le sens que quand on marche, on a la tête un peu inclinée vers l'avant, puis on n'a pas une vue qui va très haut dans les airs. Donc, à partir du 4e étage, on va perdre le contact avec la rue, carrément. Là. Puis, alors que le rez-de-chaussée, même le 1er étage, là, on peut avoir vraiment un contact avec ce qui se passe, avec la façade qu'il va y avoir. S'il y a des gens sur un balcon, on peut communiquer avec eux. Donc, c'est de voir la ville à plus petite échelle, selon les caractéristiques proprement humaines. Mais il y a quand même une densité qui est des fois nécessaire ou qui survient, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas empiler les gens dans des logements ou dans des tours de seulement 2, 3, 4 étages. Comment on compose avec ça, Élise? Non, c'est sûr que le but, c'est pas juste faire une ville à rez-de-chaussée, là, sinon on va manquer de place pour bien des gens. On va s'étaler à l'infini, là, c'est pas mieux. Mais après, c'est de se concentrer sur ce qu'on voit, de faire des belles façades pour que notre œil soit stimulé, puis que... C'est sûr que si je marche le long d'un grand mur de béton, ma marche risque d'être vraiment ennuyante, là, carrément. Alors que si il y a plusieurs portes, il y a des façades qui sont ouvertes, il y a des gens, il y a plein de détails. La marche, c'est une vitesse qu'on peut voir les détails, qu'on peut analyser. On parle de ville à échelle humaine. C'est un concept qui a été développé par un urbaniste danois qui s'appelle Jan Gehl. Oui. Je lisais dans un de ses livres là, tout l'impact du vent aussi sur les grands buildings, là, ça vient vraiment altérer notre expérience de la ville. Par exemple, si je pense au boulevard Laurier ici à Québec, où on peut penser à n'importe quel centre-ville à Montréal, quand on est proche d'un building de 10, 15, 20 étages, c'est pas agréable. On n'est pas bien. D'abord, on est souvent à l'ombre, mais on est aussi attaqué par le vent qui frappe le building et qui descend directement sur nous. Comment on peut atténuer ça, ce désagrément-là d'être tout près des gratte-ciels comme ça? Bien, c'est sûr, on peut faire du verdissement là, pour les intempéries. Là, l'ombre, tu parlais que c'est négatif, mais ça peut être aussi positif. Là, marcher sur un grand boulevard en plein soleil. En plein soleil, c'est pas très agréable non plus. Mais c'est trouver le bon niveau, mais aussi... il y a une façon d'aménager pour qu'il n'y ait pas trop de vent, mais juste assez là, pour que ça soit agréable. En faisant une espèce de gradation entre des édifices plus hauts, moyens, plus petits, est-ce que ça peut être une façon aussi de... Oui, ça peut être ça. OK. Je vois réagir. Hein? Ben, c'est ça aussi. Lorsqu'on passe, moi, je pense que le boulevard Laurier à Québec est un bon exemple de ça. Là. Nos auditeurs et nos téléspectateurs de Montréal nous pardonneront, mais on passe vraiment d'un environnement avec des petites maisons bungalows à Sainte-Foy. Tout d'un coup, on se retrouve sur un boulevard avec des immenses tours, des centres commerciaux où on peut marcher pendant une demi-heure sans sortir à l'extérieur, puis des stationnements extérieurs où l'été, il fait une chaleur épouvantable et où l'hiver, il vente sans arrêt. Il n'y a pas de gradualité. On passe d'un type d'environnement à un autre et sans être capable sans fluidité. Là. On n'a pas de... ça convient pas. Puis de fait, on remarque que les gens dans ce type d'environnement-là ne marchent pas. Là. C'est pas vrai que c'est un environnement urbain favorable à une vie... Il faut se protéger dans la carcasse d'une voiture pour c'est ça. traverser ce type d'environnement-là, de commerce où finalement... Il n'y a aucune autre manière d'en bénéficier que de se déplacer en voiture, de jamais sortir à l'extérieur puis de repartir. Bien, on en trouve un peu partout à travers le Québec, mais c'est des environnements qui sont pas... qui tendent à alimenter la frustration, l'inconfort. Il n'y a jamais personne qui est particulièrement heureux là, de se ramasser dans ce genre d'endroit-là. Ça me donne pas envie, si j'étais un investisseur, de m'ouvrir une petite terrasse là, dans cet environnement-là pour favoriser les rencontres. D'ailleurs, faisons un pas de recul. Élise, la ville a quand même des fonctions, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, de rassembler les gens. C'est à ça que ça sert une ville, finalement. Est-ce que la ville remplit vraiment sa fonction quand elle est construite comme ce qu'on décrit? Oui, bien ça. Tantôt, je parlais des caractéristiques humaines, et tout ça rassemble un point de départ qui est la marche. La marche, c'est notre fonction primaire là, d'être humain, si on peut dire.
Et puis, c'est de cette manière-là qu'on entre en relation avec les autres. C'est pas derrière un pare-brise qu'on va se croiser dans la rue et qu'on va se dire bonjour. Là. On n'est jamais plus agressif ou en furie contre quelqu'un que lorsqu'il est dans sa voiture et nous dans la nôtre. C'est facile de le déshumaniser. Ben là, peut-être que les tempéraments varient. Non, je conseille. Les villes à Gilman, le but, c'est de revenir à cette fonction de la ville, de l'espace public, comme un lieu de rencontre. Je dis revenir parce qu'au fond, avant, c'était comme ça, mais ça s'est perdu. Avant, tout se passait sur la place publique. Là. On peut penser à plein de choses. Là. On se donnait des nouvelles, je sais pas, sur le parvis de l'église ou ailleurs. On faisait du commerce. Même on arrangeait des mariages, des fois. Là, mais avec la modernité, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1960, cette fonction-là, la ville s'est juste dissipée, elle s'est perdue. Et puis là, on s'est retrouvé avec une ville dite plus fonctionnaliste. Donc, c'est comme une machine. Chaque partie a sa fonction. Donc, ici, on va dormir. Ici, on va se divertir. Ici, on va travailler. Là, on va magasiner. Les power centers. Oui, on peut penser à ça aussi. Et puis, une autre chose importante, c'est que l'automobile a pris une place prépondérante. Là. Donc, on oublie la marche. Là. L'auto, tout est planifié en fonction de l'auto. C'est comme dans notre imaginaire, tout est autour de l'auto. On parlait de croyances au début de l'émission. On croit beaucoup en ce moyen de transport-là comme étant le plus efficace, le plus adapté à notre condition, le plus adapté à nos villes. Mais finalement, c'est nos villes qu'on a adaptées à cet engin-là. C'est ça que tu dis? Oui. Puis ça a plusieurs impacts néfastes, dans le sens, une automobile, après ça, il y a beaucoup de bruit, de pollution. On s'entend, les gens deviennent sédentaires parce qu'on ne fait pas beaucoup de sport assis dans notre voiture. Ensuite, vous pensez, les places publiques, ça s'est perdu. Les gens, ils se rencontrent plus, c'est rendu plus individualiste. Quoi d'autre? Les gratte-ciels que je parlais tantôt, c'est oppressant, le marché à côté d'un gratte-ciel. On se sent pas bien, c'est vraiment intimidant. C'est comme quand t'es tout petit puis quelqu'un de super grand à côté de toi, des fois, ça peut être un peu intimidant. Même chose avec les gratte-ciels. Même des vastes stationnements, on se sent perdu, là. On n'a plus de repères, on se sent vulnérable au milieu de tout ça. On l'a un peu aussi évoqué tout à l'heure. J'aimerais t'entendre là-dessus, Élise. La ville nous façonne, la ville conditionne, vient comme contraindre ou contribuer à notre façon de vivre aujourd'hui. Comment, par exemple, Jan Gehl ou d'autres urbanistes réfléchissent à ça? Oui, bien, la ville nous façonne, c'est-à-dire que nos comportements, comment on va habiter l'espace, c'est influencé par notre environnement, notre ville. Donc, si on planifie une ville pour les autos, on va faire des aménagements, des rues très larges, on va faire beaucoup de stationnement, par exemple. Mais Jan Gehl propose de renverser cette perspective-là, puis de remettre l'humain au premier plan, et puis de mettre la marche, dans le fond, au premier plan. Donc, on peut faire des aménagements qui favorisent la marche, qui favorisent aussi le vélo, aussi. Donc, ça veut dire aussi d'être sécuritaire, convivial, confortable, tout ce qu'on souhaite, dans le fond. Là. J'entends déjà. À la rencontre puis à la relation aussi, non? Là, quand on a des villes qui sont conçues pour la voiture, on a des villes qui divisent. C'est pas des villes qui unifient. Je le vois beaucoup dans ce que tu dis. Là. Si la ville est structurée autour de la voiture, tout le monde a sa petite unité particulière. Il n'y a pas vraiment d'environnement favorable pour la rencontre. Puis la ville, elle individualise la vie des gens. Là. Il y a beaucoup moins de lieux où on peut se rencontrer d'une manière comme non structurée, puis qui permet des rencontres libres, une plus grande socialisation, puis donc un plus grand amour aussi, une amitié civique plus grande. Oui, tout à fait. Si on fait des places qui sont publiques, qui sont agréables et que les gens ont envie d'y aller, ils vont y aller, puis ils vont se rencontrer. Mais si à l'opposé, on fait des villes pour l'auto, on devient individualiste. Patrice? Oui, puis dans ton domaine, évidemment, il y a des études empiriques qui veulent réfléchir, par exemple, tu mentionnais tout à l'heure, à partir de quel étage on profite de la rue ou on la voit ou pas. Mais il y a aussi, je trouve que c'est stimulant, mais il y a toute une réflexion sur c'est quoi la ville souhaitable, la ville désirable. J'ai quelques amis avec qui je garde le dialogue, mais qui, pour qui sont très heureux de la voiture, puis ils n'ont pas nécessairement envie de rencontrer d'autres, alors qu'il y en a pour qui c'est un drame. Là. Puis, alors, derrière des questions très concrètes, il y a vers où on s'en va. Qu'est-ce qui est la ville désirable et souhaitable, puis en fonction de quels critères? Alors, il y a une dimension politique, je le nomme dans mon langage de théologien, croyant, mais oui, comment on s'engage face à l'avenir puis face à l'autre?
Qu'est-ce que tu réponds, par exemple, aux amis de Patrice? Qu'est-ce que tu réponds? Non, mais on l'entend, il s'agit d'ouvrir la radio. Et il y a des gens qui ont des sérieuses raisons là, de privilégier la voiture ou de... Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je veux dire, on est tous des utilisateurs de voitures ici, à ce que je sache, là, ou en tout cas, du moins de temps en temps. Comment on peut conjuguer tout ça ensemble, Élise? Ouais, le but, c'est pas d'on peut faire la guerre à la voiture et de l'abolir complètement. Là. C'est pas ça que Gaël veut non plus. C'est plus de remettre chaque chose à sa place, que chaque mode de transport ait sa place. Puis les gens savent peut-être pas, mais marcher puis faire du vélo, ça va rendre plus heureux, dans le sens que ça a plein de bienfaits. Là. C'est autant pour la santé que juste respirer de l'air frais. Je veux dire, c'est rencontrer l'autre. On est un être sociable. C'est important de sociabiliser. Ouais. J'ai perdu le mot. Faire des rencontres, bref. Tout à fait. Voilà. Élise Brunet, candidate à la maîtrise en aménagement du territoire et chroniqueuse invitée pour On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter la pensée de Jan Gehl pour des villes à échelle humaine. D'ailleurs, il y a un livre publié chez Éco-Société qui porte ce titre-là. Merci beaucoup. Plaisir. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, je vous recommande chaudement Chrétiens dans la ville, un livre édité par les éditions Mediapol. C'est co-dirigé par Gilles Routier et Patrice Bergeron qui étaient avec nous aujourd'hui. Et Jan Gehl pour des villes à échelle humaine. C'est publié par Éco-Société. Ça présente la pensée de ce fameux urbaniste danois que nous présentait d'ailleurs Élise Brunet aujourd'hui. Je remercie aussi Benjamin Boivin d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir assisté à cet épisode d'On n'est pas du monde. Je vous invite à partager sur les réseaux sociaux abondamment. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour plus de détails pour l'abonnement à notre revue, entre autres. C'est leverbe.com. Allez-y gaiement. Merci à Barthélémy Rieux, Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.